Madame, Messieurs, bonjour. La course pour le remplacement de l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie s'ouvre en octobre en Arménie, alors certains États se sont déjà prononcés sur leur candidature. Un exemple très proche de nous, le Rwanda, pour qui, je rappelle le pays, le président n'a jamais pris part à un seul sommet de cette organisation et ce pays a cessé de faire la promotion de la langue française depuis qu'il a adhéré au Commonwealth. Ce sujet sera le soupassement des analyses de ce plateau spécial. Avec moi, Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci madame. Vous avez été en 2012 le président de la commission communication lors du sommet de Kinshasa, le 14e sommet, c'est bien cela? Absolument. C'est à ce titre-là que vous allez échanger avec nous sur ce plateau. Aussi, nous avons comme invité Freddy Moulumba, président honoraire des journalistes de l'espace francophone. Merci Freddy d'être là. Merci. Alors, pour commencer, Jean-Marie, tout s'annonce déjà clair qu'il y aura des tractations, mais qu'est-ce qui se passe présentement pour cette bataille qui va se livrer le 11 et le 12 octobre, si je ne m'abuse, en Arménie? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut situer ce qui se cache souvent lorsqu'il faut changer de secrétaire général de la francophonie, toutes les tractations qui se déroulent bien avant cela et surtout les enjeux par rapport à ces postes. C'est un poste stratégique des secrétaires général de l'OIF qui se décide toujours entre l'option de la France, du Canada, de la Belgique accessoirement et de la Suisse, mais aussi des pays africains et ceux qui ont été associés comme le Liban ou la Roumanie ou d'autres pays, etc. Il faut dire aussi aujourd'hui que la francophonie, moi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'étais le président de la commission communication et médias du 14e sommet, et nous avons beaucoup partagé avec les hauts fonctionnaires, mais avec Abdou Diouf lui-même, qui était à l'époque le secrétaire général, mais aussi comprendre un peu le mécanisme de remplacement ou pas du secrétaire général. Depuis que Abdou Diouf était en place, parce que lui a rempli plusieurs mandats. Oui, jusqu'en 2014. Absolument, Abdou Diouf avait bénéficié d'abord de ses amitiés avec Jacques Chirac. Rappelez-vous que quand on lui avait demandé à Abdou Diouf de quitter la présidence sénégalaise pour laisser la place à Abdoulaye Wade, on lui avait promis également une espèce de garage, une espèce de reconnaissance de la communauté internationale, francophone en particulier, pour dire voilà, on ne va pas t'humilier, tu vas... C'était une prime. Oui, à peu près. Parce qu'au Liban, lorsqu'il fallait changer de secrétaire général plutôt, il a été dit il faut honorer Abdou Diouf parce qu'il a joué le jeu d'alternance, etc. au Sénégal. Et Abdou Diouf a fait du bon travail, ça il faut le rappeler. Un bon secrétaire général qui n'était pas conflictuel. Il a fait transiter un peu ce qu'on appelle l'ACT, c'était l'Agence de coopération technique, née dans les années 74, enfin 70 au Niger. C'est la France qui a suscité un peu tout cela pour continuer à garder la mainmise sur les pays francophones, parce que pour elle, la défense de la langue française devait continuer ses rayonnements dans ces pays, d'abord ex-colonies, auxquels on a associé d'autres pays, etc. Lorsque Abdou Diouf devait partir, on avait pensé que ce poste revenait à l'Afrique centrale. Et tous les chefs d'État avaient soutenu la candidature d'Henri Lopez, qui était l'ambassadeur de Congo-Brazzaville à Paris, et qui devait naturellement remplacer Abdou Diouf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que on n'a pas voulu donner cette place au Congo, parce qu'il y avait aussi des antagonismes contre Sassou Nguesso, mais on avait manipulé un certain chef d'État de la sous-région pour pouvoir supporter la candidature de la haïtienne qui est naturalisée canadienne, qui vient de partir, enfin qui va céder sa place au prochain secrétaire général. Certainement si elle est battue, hein, parce que je crois qu'elle est aussi proposée, le Canada. Oui, parce que les Canadiens ne s'entendent pas avec... c'est pas la même vision que Macron. Regardez ce qui s'est passé avec le dernier sommet du G7, même si ça n'a pas de rapport, mais le Canada de l'époque, ce n'est pas le Canada d'aujourd'hui par rapport à la vision de la France. Et donc, Macron arrivant à la présidence de la République française, il est plutôt du monde des affaires, Macron. Il est un peu essayé de se rapprocher du Rwanda pour essayer de rattraper le retard
de ce qui s'est passé avec Mitterrand, avec Sarkozy, avec Chirac, etc. Parce que la France a été humiliée au Rwanda pendant très longtemps et qu'il y a aussi des enjeux sous-régionaux. Et donc, Macron pense, il a peut-être été mal conseillé, qu'en proposant la candidature de Mushikiwabo, c'est-à-dire du Rwanda. Parce qu'il faut le signaler, la France, avec Emmanuel Macron, s'est déjà prononcée pour soutenir Madame Louise Mushikiwabo. Oui. Alors, qui est ministre des Affaires étrangères depuis bien longtemps. Et c'est une fausse analyse. Pourquoi d'abord? La première des contradictions dans ce qui a été proposé d'une manière un peu maladroite, c'est que la francophonie repose d'abord sur la philosophie, le paradigme, et je dirais moi, l'essence qui fait de la francophonie une zone aujourd'hui démocratique. Il y a ce qu'on appelle la déclaration de Bamako. Qu'est-ce qui a été dit à Bamako? On ne peut accorder un quitus qu'à un pays qui est démocratique. Le Rwanda est tout sauf une démocratie. Vous pouvez prouver ça, le Rwanda bien organise évidemment. les élections, Regardez les processus électoraux, regardez la manière dont, depuis 1994, la manière dont les Rwandais eux-mêmes sont aujourd'hui traités, les opposants, etc. Rien n'augure une démocratie au Rwanda. Ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, la francophonie ne peut être gérée que par un pays à vocation francophone. Certes, le Rwanda était francophone depuis bien longtemps. Le Rwanda a juste menacé, mais n'a jamais quitté. Mais depuis 1994, depuis l'arrivée de l'AFPR, tout a été basculé, tout est aujourd'hui anglophone. La langue de travail, l'approche économique, les enjeux géostratégiques, les alliances. Le Rwanda qui est plus anglo-saxon, tout sauf la francophonie. La France elle-même a été humiliée plus d'une fois, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et donc, vous l'avez dit aussi dans votre introduction, oui. Kagame n'a jamais participé à aucun sommet de la francophonie depuis qu'il est au pouvoir. Et lui-même, il ne parle pas français d'une manière plus ou moins correcte. Donc, il y a une contradiction flagrante à donner, à gérer d'abord une organisation comme la francophonie par un pays qui n'a pas un quart de caractéristiques. Donc il n'a plus le français comme langue. Oui, mais il y a beaucoup de francophones au Rwanda, mais qui sont marginalisés aujourd'hui. Regardez l'anecdote sur TV5 Monde. Sur TV5 Monde, il y avait dans la délégation de Kagame quelqu'un qui était de la délégation, qui a été invité à TV5, un ministre. On lui a posé des questions, on ne peut plus simples sur la francophonie. Écoutez, dans quelle langue il parle, et il explique, etc. Donc c'est très important, la symbolique est très importante. Le monde francophone, même si la France s'était déjà prononcée par rapport à Mushikiwabo, il va y avoir à Nouakchott, parce qu'il y a un sommet de l'Union africaine à Nouakchott en ce moment, beaucoup de débats. Beaucoup de débats, pourquoi? Parce que on ne veut plus, comme disait Mitterrand à l'époque, comme a dit Chirac, comme lui-même Macron l'a dit, les dictats, c'est-à-dire des injonctions directes, d'une manière aussi téléphonée. Nous, quand on a géré le sommet de Kinshasa, par exemple, on a écouté François Hollande qui dit on est des partenaires. La France est aussi membre, et seulement membre de la francophonie. Nous ne pouvons pas venir... Donc c'est une relation de partenariat entre États. Jean-Marie, vous permettez, nous avons sur ce plateau aussi Freddy Mulumba, que je salue encore une fois. Je rappelle que vous participez à cet échange comme président honoraire des journalistes de l'espace francophone. Alors, Freddy, selon ce que Jean-Marie vient de donner comme argument, le Rwanda ne peut pas s'aventurer de solliciter le poste de secrétaire général de l'OIF. Madame, je pense qu'il faut rappeler quelques grandes dates. 1966, la France se retire de l'OTAN. C'était De Gaulle. 2003, la France refuse de participer à la guerre de l'Irak. C'était Chirac. 2009, Sarkozy, le président Sarkozy, réintègre la France dans l'OTAN. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? La politique étrangère française est, je dirais un peu, sous domination anglo-saxonne.
ce n'est pas encore une France qui était indépendante et souveraine. De Gaulle, de Mitterrand et de Chirac. Et c'est quand que la France a changé? C'est avec l'arrivée du président Sarkozy qui a fait l'allégeance aux élites anglo-saxonnes, pas francophones. C'est sous cet angle qu'il faut situer les débats actuels sur la francophonie de l'Afrique, surtout entre les matchs qui vont se passer entre Michael Jean et M. Kwabo. Pourquoi la France a pris position, et Macron a pris position pour M. Kwabo? Tout est très clair aujourd'hui. La France se projette dans un autre monde. Après la guerre froide, la francophonie ne lui sert à rien, des élites politiques. Pour le moment, ils sont dans une autre vision. Comment faire une alliance avec toutes les puissances occidentales pour affronter la Chine en Afrique? Donc ce n'est pas la logique de la francophonie. Voilà pourquoi on préfère avoir un pion, le Rwanda, qui est déjà à la tête de l'Union africaine, qui nous pose beaucoup de problèmes. On peut maintenant, on veut donner la francophonie au Rwanda à travers Mme Kwabo. Mais tout n'est pas encore joué, Freddy. Non, nous faisons des analyses. Nous laissons les hommes politiques décider. Donc, si on met Mme Kwabo à la tête de la francophonie, c'est notre mort. Vous qui? Le Congo. Il ne faut pas être naïf, nous sommes les plus grands pays francophones. Sans le Congo, la francophonie est difficile à tenir debout. Que Macron parle de ce qu'il fait à Paris, il est libre. Mais sans le Congo, il n'y a pas de francophonie. D'ailleurs, ce n'est pas la France qui a été à la base de la francophonie, ce sont les Africains. On voit très mal aujourd'hui que Macron décide de mettre une Africaine, anglophone d'ailleurs, à la tête de la francophonie. C'est une catastrophe. Il faudrait que les élites francophones congolaises aussi comprennent ça. Oui, nous sommes dans un autre monde. On est dans un autre monde. Vous venez de faire des révélations quand même troublantes, de dire que la francophonie ne servirait plus à rien, alors que l'OIF vient d'auditer le fichier de notre base, le fichier des élections. Alors, non, si ça j'ai dit que ça ne sert à rien pour la France, pas pour l'Afrique. Ça ne sert plus à rien. Oui, mais si la France veut mettre Kwabo à la tête de l'OIF, c'est pour nous embêter. Parce que l'OIF vient de faire le travail ici. Et si demain, Kwabo est devenu président ou bien le secrétaire général, vous pensez qu'il va agir comme Mme Michael Jean? Mais qu'est-ce que le Congo a gagné sous la présidence de Michael Jean? Non, de toute façon, je pense que Michael Jean et les Rwandais, il faut faire un choix. Depuis 1994 jusqu'à ce jour, nous sommes instables à cause du Rwanda que les pays anglophones utilisent pour nous faire des guerres. Donc nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Et si par hasard nos élites acceptent, c'est la fin de ces pays. Parce qu'on a mis Kagame à la tête de l'Union africaine. Et je rappelle, on avait mis à la tête de la banque, la BAD, Banque africaine de développement. C'était qui? Kaberuka. Mais il a tué la banque. Allez aujourd'hui à Abidjan demander à ceux qui travaillent à la Banque africaine, on va vous dire, cette banque n'est plus africaine. Tout a été vendu aux Occidentaux. Et vous voulez encore prendre la francophonie, donner au Rwanda, mais c'est pour nous achever. Nous ne sommes pas prêts à accepter d'être achevés encore avec des yeux ouverts. Donc, ce qu'on fait ici, c'est demander à nos élites politiques, intellectuelles et culturelles de lever le ton. On ne peut plus encore accepter ça. Jean-Marie Kassamba, quelles sont les chances de la candidature du Rwanda à gagner ce poste? Il faut faire un travail d'abord d'information et d'alerte. D'information d'abord, c'est donner des éléments d'appréciation. Pourquoi? Parce que la francophonie a cessé d'être une organisation technique, culturelle, c'est devenu une organisation politique et d'influence. On a dû ajouter au sein de la francophonie tout un pan des dossiers politiques. C'est pour ça que vous voyez par exemple dans des pays, lorsqu'il y a des crises, il y a des délégations de pays membres de la francophonie, c'est-à-dire des élus francophones qui viennent en observateur, qui viennent donner un point de vue, comme chez nous par exemple, pour les fichiers électoraux, parce que la francophonie milite aussi pour la stabilité des États. La francophonie est utilisée comme structure d'influence pour prendre des décisions sur le plan international, parce que c'est beaucoup de pays. Et là où je suis tout à fait d'accord avec Freddy Mulumba, c'est que
il ne faut pas minimiser les symboles. Les symboles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le Rwanda, par exemple, a toujours utilisé les structures dans lesquelles elle se retrouve ponctuellement ou pendant un temps donné. Il suffit que le Rwanda soit par exemple membre du Conseil de sécurité d'une manière transitoire, un peu d'une manière tournante là aux Nations Unies, et bien tous les dossiers sensibles sont mis sur la table et les rendez-vous sont pris pour asseoir l'hégémonie, pour ne pas dire l'influence dans ces milieux-là pour les comptes du Rwanda. C'est tout à fait légitime. Et dans les cas d'espèce, la francophonie, c'est d'abord la langue française. Mais quand vous êtes secrétaire général de la francophonie, vous êtes invité partout. Vous êtes invité dans les tribunes où se décident des choses. Vous allez faire des déclarations contre ou pour tel ou tel pays. Michael Jean, par exemple, ce n'était pas notre grand ami, mais elle s'est réservée de faire parfois des déclarations à l'emporte-pièce. Elle est venue à Kinshasa ici, elle a fait un point de presse qui est tout à fait équilibré, elle a compris les enjeux, etc. Mais Kagame, il est président de l'Union africaine. Si vous lisez les dernières interviews, notamment celle dans Jeune Afrique, on lui pose des questions sur la RDC, mais lisez la condescendance avec laquelle il parle. Il lisait de la manière dont il parle avec beaucoup de mépris concernant la RDC. Ce n'est même pas fédérateur. Si on lui pose la question sur le cas de Katumbi, par exemple, qui était invité là-bas par Moïse Ibrahim, il dit oui, mais Katumbi, il n'y a pas personne non grata chez lui, il n'y a pas la démocratie là-bas, Kabila doit partir, etc. Ce n'est même pas un discours d'un président de l'Union africaine. A fortiori, Mushiki Wabo, secrétaire général de la francophonie, nous sommes dans une phase électorale dans notre pays. Toutes les décisions, les péripéties, les process qui nécessiteraient, exemple, une prise de position de la francophonie ou du secrétaire général de la francophonie, parce que ça sera entériné, je pense, fin de cette année, l'année prochaine. Mais ça sera à l'emporte-pièce, ça va taper dedans. Pourquoi? Discréditer le plus grand pays francophone que nous sommes, diluer le leadership du Congo. Oui, mais alors je reviens à ma question tout à l'heure. Oui. Au-delà de toutes les descriptions qu'on venait de faire, est-ce que le Rwanda a quand même un pourcentage de chances de gagner ce poste, connaissant tout ce que vous venez de dire? Je pense que les chances pouvaient être exponentielles. C'est le soutien de la France? Ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Le soutien seul de la France ne suffit pas. D'ailleurs, à l'époque, pour faire accepter Abdou Diouf, Jacques Chirac a fait quasiment le tour des pays francophones. Il y a eu des délégués qui sont partis pays par pays pour rencontrer des chefs d'État, pour les convaincre, pour que la carte Abdou Diouf passe. Et pour faire asseoir ou faire accepter la candidature Mushiki Wabo, ça va être trop compliqué. Parce que on n'est pas seul, par exemple, la RDC à être contre cette proposition. Il y a beaucoup de pays qui ont été d'abord un peu choqués de la manière dont la francophonie a été traitée par le Rwanda ou par Kagame, par exemple, où on disait oui, c'est une langue des feignants, ils ne travaillent pas beaucoup, ils sont là pour se retrouver, parler parfois des choses qui ne sont pas importantes, etc. Donc et la France a été... à un moment... Absolument. Et ça, beaucoup de chefs d'État le disent. Moi, je partage avec certains responsables. Ils disent oui, tout sauf Kagame, quand même, en matière de défense de la francophonie. Et surtout en matière démocratique. Je vous ai rappelé la déclaration de Bamako. C'est très important, la déclaration de Bamako. Et donc, si jamais on n'avait pas alerté, on n'avait pas parlé comme nous sommes en train de faire cette émission, nos leaders allaient être pris en porte-à-faux. Pour ne pas dire un peu, je dirais, ils allaient être pris au dépourvu les jours de l'élection. Ah, mais qu'est-ce que vous attendez de ces leaders, justement? Tout simplement qu'il y ait d'abord une bonne conscientisation du monde francophone, des enjeux. La déstabilisation de la République démocratique du Congo, premier pays francophone, va entraîner la dilution du monde francophone. La dilution. Qu'est-ce que ça veut dire? On va neutraliser cette dynamique démocratique. Nous avons chez nous un processus démocratique. Tous ces pays ont changé leur constitution. Le Congo, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas changé sa constitution. Nous sommes en train de faire un processus électoral. Selon vous, il n'y a pas assez de pression sur ces pays que sur la RDC qui n'a pas touché à sa constitution? Mais il n'y a jamais eu de pression contre le Rwanda, ni contre l'Ouganda, ni contre Congo-Brazzaville, ni contre le Tchad. Aucune pression. Pourquoi il y a la pression contre nous?
c'est parce que les enjeux économiques sont ailleurs, les enjeux stratégiques sont ailleurs. Freddy l'a toujours dit ici, on regarde toujours la RDC avec des yeux beaucoup plus ouverts, parce que les gens regardent plutôt ce qui est dans notre pays que ce qui peut être dans notre pays. Et donc, on alerte pour que nos responsables, nous, ne soient pas naïfs. Nous avons ici, je vais terminer, oui, une candidate, elle, beaucoup plus crédible, Isabelle Tchombe, qui connaît le monde francophone, qui est une élite très bien formée et qui peut facilement défendre, et avec raison, ça c'est votre le proposition monde parce francophone. que le pays ne s'est pas encore prononcé sur elle. Mais moi j'encourage, je ne peux être que prescripteur, pour ne pas dire donner quelques pistes de réflexion si on a l'ambition par exemple d'avoir notre candidature là-bas, et on sera soutenu par beaucoup de pays. Mais il n'est pas interdit, Freddy, que la RDC aussi, qui a une expérience pour avoir abrité le 12e sommet, Jean-Marie est là, qui a patronné la communication. La RDC, qu'est-ce qu'elle attend pour se prononcer? Elle aussi, elle a toutes les chances, Freddy. D'abord, madame, il y a déjà des manœuvres qui ont déjà commencé. Je pense que demain, au sommet de l'Union africaine, À Nouakchott, en Mauritanie, il y aura de lobbying fait par le Rwanda près des États francophones africains, de façon à ce que, s'ils se mettent d'accord, que Macron profite de cette occasion pour dire que les Africains sont d'accord, donc moi je peux soutenir. Donc quand nous faisons ça, c'est pour dire aux autres Africains de ne pas tomber dans ces jeux que Macron veut mettre en place, pour justifier en disant non, les Africains sont d'accord, francophones, on peut soutenir la candidature de M. Kwabo. Madame, je voulais encore relever quelque chose un peu. Oui. Dernièrement, M. Lavrov, Le ministre des Affaires étrangères russe. Il était à Kigali. Il a eu des entretiens avec Kagame et Mme Chikabo. Et curieusement, Kagame propose à Lavrov ce que je peux dire la sous-traitance. Il dit non, le Congo, moi je contrôle. Est-ce que vous pouvez passer par moi pour y aller? Et puis, Ça, c'est une anecdote Non, c'est une information. C'est une information. Pas une anecdote, c'est une information. Il a même demandé à ce qu'il achète des missiles antiaériens. Il va faire la guerre contre qui? Donc, il est abandonné par Trump. Trump n'est pas d'accord avec M. Kagame, qui était proche de Bill Clinton. Maintenant, il se sent abandonné. Il va chercher un parrainage auprès des Russes. Mais comment voulez-vous, un tel État qui a de telles ambitions, vous prenez encore la francophonie, vous lui redonnez? C'est pour nous tuer. Il ne faut pas être naïf. Donc, ce qu'il faut faire ici, il faut que le Congo décide. Sans nous, il n'y a pas de francophonie. Donc le Congo... Nous devons avoir notre candidat. Très clair. Nous nous pesons dans ce monde francophone. Sans le Congo, il n'y a pas de francophonie. Ils le savent tous. Nous devons avoir notre candidat ou bien candidate. Et demander aux francophones, c'est pour la toute première fois qu'on peut avoir une candidate ou bien un candidat congolais. À ce poste-là. Oui. Et d'ailleurs, c'est légitime. Cette place de l'Afrique centrale au sein de la francophonie que nous avons perdue avec notamment Henri Lopez. Oui, mais justement, Jean-Marie, essaie d'expliquer un tout petit peu comment s'est jouée l'élection de Michaël Jean. Vous avez dit mais Michaël Jean, je vous ai dit tout simplement que tous les pays francophones avaient soutenu Henri Lopez. D'ailleurs, lorsque à Dakar, il y a eu élection, nos dirigeants, que ce soit le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon, etc., tous ont fait des discours dans le sens de saluer les côtés érudits de Henri Lopez. C'est un grand écrivain, un grand diplomate, quelqu'un, ça n'a pas suffi pour ancien Premier ministre, etc. Mais François Hollande a joué un peu ce qui a été fait en 1963 au niveau de l'Union africaine, à l'époque l'OIA. La division pour faire régner un peu, je dirais, le consensus au sein des pays africains. Et la carte Michaël Jean a été présentée comme étant le plus petit dénominateur commun du monde francophone. Parce qu'il faut se rappeler, le Canada, ce n'est pas un pays 100% francophone. Et il y a l'anglais aussi qui prévaut au Canada, etc. Et que en matière francophone, le Canada, bon, à part quelques budgets au niveau de TV5 Monde ou certains projets un peu, je dirais, de bibliothèques, etc., on ne voit pas grand-chose qui est fait au niveau de la francophonie. Entre la contribution suisse, française ou je dirais moi belge,
faut vérifier les chiffres, mais ce n'est pas aussi important que cela. C'est pour cela que le monde anglophone, et là je rejoins encore ce qu'a dit tout à l'heure Freddy Mulumba, le monde anglophone séduit Macron, comme il avait séduit Sarkozy, mais sans résultat à l'époque. Et on veut utiliser maintenant Kagame comme l'agent d'influence dans le monde anglophone. Est-ce que vous vous rappelez que pour la désignation de Kagame comme président de l'Union africaine, c'était dit, oui, comme lui, il a fait un modèle qui semble réussir en Afrique centrale, si on lui donne la gestion de l'Afrique pendant 1 an, il y aura un grand projet de développement de l'Afrique, un peu style anglophone, etc. Ça va marcher. Bon, il a fait une tentative, là, vous voyez, il n'y a pas longtemps, de proposer une approche, etc., des grands travaux, etc. Oui, mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Pas grand-chose. L'Afrique, ce n'est pas une entreprise. Et on peut pas. Le Rwanda, le modèle économique, c'est on vole au Congo, et on fait quelques infrastructures et quelques sociétés de sous-traitance. Ouais, mais qu'est-ce que vous dénoncez? C'est le leadership du président rwandais? Non, moi je dénonce rien, j'alerte. Je dis tout simplement que la francophonie, c'est nous d'abord. C'est la RDC. Si la RDC se retire de la francophonie, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous avons la population la plus importante, nous avons un rayonnement, nous avons de l'Est à l'Ouest, beaucoup de pays qui nous entourent, francophones, et notre enseignement est en français, et même, je dirais, la langue officielle, c'est le français, et nous avons ce qu'on appelle ici le substrat, une propension à développer la francophonie. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays. Ça, c'est de un. De deux, il faut quand même promouvoir un pays qui montre la philosophie de la francophonie. Les processus électoraux, l'enseignement. Vous n'allez pas donner la francophonie à un système d'enseignement qui est 100% en anglais. Quand vous vous baladez dans Kigali aujourd'hui, les rues sont écrites dans quoi? L'administration, les documents officiels, c'est en anglais. Ça devient anglophone depuis que le Rwanda est devenu... Mais c'est depuis 1994, nous sommes aujourd'hui en 2018. Faites les calculs. C'est combien d'années? Il y a d'ailleurs beaucoup de francophones. Vous savez, je vais vous révéler une petite vérité. Kagame, l'affaire a été soutenue par beaucoup de francophones. Soutenue par beaucoup de francophones. Mais lorsque ils sont arrivés au pouvoir, beaucoup de ces francophones qui ont soutenu l'affaire dans son combat ont été marginalisés. Puisque vous et ils sont mécontents, pourquoi? Oui. Parce qu'ils aimeraient bien qu'ils soient aussi considérés dans la gestion du pays, etc. Bon, il y a eu un peu, je dirais, quelques tentatives maintenant de francisation du système de gestion depuis un certain temps. Ça va peut-être revenir maintenant avec la candidature, mais c'est un peu tard, parce que tous les enfants qui sont nés depuis 1990, 15 jusqu'à aujourd'hui, ils réfléchissent en anglais, ils fonctionnent en anglais, tout se fait en anglais, etc. Ça sera beaucoup plus difficile de retourner tout ceci en français parce qu'il y a juste la candidature de Mushikiwabo. Ça sera un peu plus compliqué. Vous avez parlé de l'accession au pouvoir. Freddy Mulumba, comment comprendre cette sorte de silence de l'État français qui a longtemps soupçonné le régime en place à Kigali d'être à la base de l'assassinat du président Habyarimana? Du coup, du jour au lendemain, il n'y a plus aucune revendication, il y a un soutien total à la candidature rwandaise. Freddy. Madame, je vous prends un petit exemple, c'est un symbole. Il y a, dans les temps, il y avait une rue qu'on appelle un quartier Saint-Germain-des-Prés. Oui. Là, c'était les débats intellectuels, culturels, les gens pour ça, passaient par là, quartier latin. Oui. Allez, aujourd'hui, on vend des parfums, des marchandises de luxe. La France n'est plus culturelle. La France est devenue commerciale. Ça signifie que l'actuel président... Il y a le Louvre quand même, hein? Oui, mais... Et quelques bibliothèques, le musée, il y en a encore. Heureusement que et puis Macron... C'est Mitterrand qui a laissé ça. Oui, allez-y, vous c'est Mitterrand qui a fait ça. C'est Mitterrand. Vous évoquez ça pour dire que la France... Pour dire que le chef de l'État français issu des milieux d'affaires. Il n'y a rien de culturel en France aujourd'hui. Voilà pourquoi, au sein même des Français, il y a des gens qui contestent l'idée selon laquelle il faut donner la francophonie à M. Kwabo. Mais Macron a une vision d'un homme d'affaires.
Pour lui, la francophonie peut permettre à la France de faire l'argent. Les hommes d'Afrique qui l'ont soutenu pour accéder au pouvoir. Donc il y a ces éléments qui peuvent nous aider, nous Africains, à comprendre où sont nos intérêts et comment il faut savoir les défendre. Je te dis que nous sommes tellement naïfs. On pense que tout le monde nous aime. Tout le monde peut nous faire du bien. Nous sommes dans un monde de rapports de force et des intérêts. Si vous ne savez pas vous défendre vos intérêts, on va les prendre. Ça signifie quoi? Avec cette situation de M. Kouabo qui risque de monter à la tête de la francophonie, il faudrait que le Congo s'oppose. Nous devons prendre clairement une décision. Nous ne sommes pas prêts à accepter qu'un pays qui nous a fait beaucoup de mal, qu'un régime, pas un pays, un régime, qui nous a fait beaucoup de mal, puisse encore, à part l'Union africaine, mettre encore la main sur la francophonie. Il en va de la survie de notre pays, en tant que puissance. Nous sommes puissants. Et tous les pays qui nous entourent sont jaloux. C'est ainsi que les multinationales anglo-saxonnes passent par ces pays pour nous faire la guerre, nous déstabiliser. Donc si nous laissons les Rwandais mettre la main sur la francophonie, je pense qu'on va le regretter. Peut-être ce sont nos petits-enfants qui vont beaucoup regretter, parce que nous, peut-être, on ne sera plus là en 2030. Donc, c'est pour vous dire que sur le plan géostratégique, il faut qu'on soit très conscient. Le monde est en pleine imitation. On ne sait pas quel sera le monde de demain. Donc, les peuples qui ne vont pas s'organiser vont payer. Jean-Marie, qu'est-ce que la RDC gagne en demeurant membre de cette organisation? Vous savez, je vais vous faire une petite révélation, c'est que nous nous sommes posé la question, avant d'organiser les sommets de la francophonie, le 14e sommet, est-ce que ça valait la peine de le faire? Est-ce que c'est nécessaire? Ça nous a coûté quand même presque 100 millions de dollars. Quel est notre intérêt dans la francophonie? Et effectivement, on s'est rendu compte que la francophonie n'existe parce que la RDC est dedans. La francophonie nous sert aussi d'un soubassement des rayonnements culturels. Je vous ai rappelé tout à l'heure que notre système d'éducation est francophone. L'organisation administrative de notre pays est francophone. Nous avons été colonisés par les Belges qui nous ont laissé l'administration francophone, pas flamande, par exemple avec le flamand. Non, nous sommes, nous, francophones. Nous réfléchissons en français, nous faisons tout en français. Notre constitution est d'inspiration francophone. C'est pour ça qu'il y a une valeur ajoutée, le bien évidemment, d'avoir tout cet héritage. Ça va de soi que la RDC soit au sein de la francophonie. Mais si on nous fait du chantage, disent-ils, vous n'êtes pas suffisamment organisé pour s'occuper de la francophonie, il y a un déficit chez vous, etc. Vous verrez que le retrait de la francophonie de la RDC va faire beaucoup plus de mal que l'acceptation du Rwanda, qui n'y était pas d'ailleurs, parce que le Rwanda envoyait souvent M. Kouabo en représentation d'une manière timide, mais ça n'a pas ébranlé, outre mesure, l'existence de la francophonie. Et donc nous avons intérêt à y être, mais à y être en tant que membre effectif, jouant son rôle et d'importance capitale. Moi, je partageais beaucoup avec Abdou Diouf, l'ancien secrétaire général, lorsqu'il était, il a été même honoré chez nous, le chef de l'État lui a donné une médaille de mérite, héros Lumumba et Kabila, et il m'a dit à marge, ce pays a intérêt, la RDC, à conduire la politique francophone du monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a les communautés pour la partie anglophone. Il y a aussi d'autres structures, notamment au niveau des Amériques et tout ça. Mais le français, c'est les 4 continents. Vous allez trouver dans le monde, jusqu'à Noy, le monde francophone. Nous avons intérêt à y être, mais nous ne pouvons pas nous laisser conduire par des pays qui ne sont pas outillés. La RDC a intérêt à y être, oui, mais s'oppose à un chantage. Est-ce que le Congo bénéficie-t-il d'un soutien diplomatique de ce monde au moment difficile, par exemple, Freddy? Oui, madame, il faut passer. Je fais 5 sommets de la francophonie depuis Bucarest. J'étais dans l'entourage d'Abdou Diouf. On était 2 Africains, un Sénégalais et moi. Donc quand Abdou Diouf s'est déplacé, quand il avait sommet, j'étais dans son entourage, quand j'étais au potentiel. En 2012,
Il y a 3 pays qui n'étaient pas d'accord pour que le sommet se tienne à Kinshasa. Ils disaient que ce pays est désorganisé, il n'y a rien. On a travaillé sérieusement pour contrer ces discours-là. J'étais avec Ousmane Paye, qui était le conseiller. On a travaillé souvent avec lui. Il y a, je pense, un Suisse qui est passé par ici. Il a sollicité que les chefs de l'État les reçoivent. Les chefs ne l'ont pas reçu. Il rentre à Paris, il commence à faire du bruit. Ces pays-là, il n'y a même pas d'hôtel. Il n'y a rien, même pas. Où est-ce qu'on va mettre les participants au sommet? Donc, campagne de SAP. Oui, il y avait le Canada, qui s'appelle aussi. Maintenant, Ousmane Paye, qui était venu à Kinshasa, il a visité l'Oyoa, vers la cité de l'Oyoa. Il y a à peu près 49 villas. Il me dit, mais il a répondu à cet homme, mais c'est pas vrai. On a déjà, pour tous les chefs d'État, on va les loger. Les villas sont là. Et les jours où, après le sommet, on a eu des discussions avec lui, quand il est venu ici, il me dit, mais vous êtes un peuple extraordinaire. Tout s'est fait en ordre. On n'a même pas volé un bic d'un journaliste ici. Et tous les chefs de l'État qui étaient venus avec leur délégation n'ont rien payé. C'est le Congo qui a payé. Ça, c'est l'organisation. L'organisation. Le Congo a tout payé, même avec des voitures. Moi, j'ai fait plusieurs sommets. On était au Canada, on était quelque part là, très mal accueillis, pas comme le Congo. Et madame, pour ajouter... Et je vous dis que je termine. Allez-y, terminez. Cette image du Congo, grâce à la francophonie, ça fait que tous les discours, les ennemis du Congo qui parlent sur le plan international n'ont pas plus justifié. Donc ça suffit que... Ma question était, est-ce que le Congo bénéficie d'un soutien quelconque, le fait d'appartenir à cette organisation? De toute façon, nous sommes une puissance. Les drames, on n'a pas ça en tête. Nous sommes 86 millions de Congolais. Nous sommes un pays très riche. Nous avons l'eau, la forêt, tous les minéraux stratégiques. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. C'est cette grandeur qu'il faut donner au peuple congolais. Le drame est que nous habitons dans un pays où les gens voient pétir, comme la petite Belgique, où les élites ne voient que manger et dormir. Il faut avoir un esprit de grandeur. Ça se construit. Il faut que les médias les fassent. Il faut construire un esprit de grandeur dans la tête des Congolais. Merci. Vous savez, madame, pour ce message. On n'a pas toujours besoin de tous ces petits pays-là. Tous ces petits pays ont besoin de nous. Ils ne sont pas pays petits en taille. Non, ils sont petits, c'est parce qu'on les utilise contre nous. Dis-moi, le Rwanda, qu'est-ce qu'il vaut? 10 millions d'habitants. Il y a quelle richesse? On vous raconte, pour vous dire, donc, le Rwanda est stable, il y a développement. Madame, vous savez, quand l'Occident commence à te jeter des fleurs, il faut te poser la question, quand est-ce que tu as trahi? C'est parce que le Rwanda trahit l'Afrique. Ce n'est pas la perception que non, mais ce sont des médias. De ce pays. Ce sont des médias. J'étais en... Ce que vous ne faites pas pour votre pays, peut-être. L'Occident est contre nous. Comme ils ont tous leurs médias, on montre ce qui ne marche pas au Congo. Et comme on suit leur télévision ou leurs journaux, on pense qu'ils disent la vérité. C'est du mensonge. Donc, c'est pour dire qu'il faut que les Congolais comprennent. Tellement qu'on est riche, qu'on est grand, qu'on a l'ambition de devenir puissant, on ne laissera pas tranquille. Tous ces petits pays seront utilisés contre nous. C'est dire à nos enfants de résister, de se battre, jusqu'à ce que ces pays soient indépendants. Merci. On n'est pas prêt à accepter n'importe quoi dans ce monde d'imitation où nous sommes humiliés. Pas des petits pays de rien du tout. C'est du jamais vu. Merci Freddy pour ce message qui vient, je sens qu'elle a touché la sensibilité, ce message. Mais on va terminer, on est à quelques heures quand même du 30 juin, la fête de notre indépendance. Une question à tous les deux, un message par rapport à cet événement national qui rappelle quand même des souvenirs et des projections. Jean-Marie? Le 30 juin dans notre hymne national, c'est le jour sacré. Les jours sacrés, pourquoi? Parce que on a été libéré de cette domination belge de plus de 100 ans. Nos aïeux ont souffert dans leur chair, il y a eu de mains coupées, spoliation, humiliation, etc. Et 58 ans après. Et à chaque anniversaire, ça doit réveiller un tout petit peu en nous un sentiment de fierté, mais aussi un sentiment de rage pour aller plus loin, s'émanciper encore davantage. C'est pour ça que c'est choquant. C'est choquant de voir que ce 30 juin, nos compatriotes sont invités à Bruxelles pour qu'on leur montre une rue
qu'on a mis à Liège ou je ne sais pas où, au nom de Patrice Emery Lumumba, l'homme qui a tenu ce discours le 30 juin 1960, rappelant tout ce que je viens de dire. Il y a un Belge qui a brandi une dent de Lumumba, disant voilà, c'est monsieur qui m'a manqué de respect à mon roi, je l'ai dépiécé et je garde la dent avec moi. Et donc, quand vous allez à Tervuren, vous retrouverez les vestiges de nos richesses. C'est choquant aussi de voir certains de nos compatriotes, quand il faut parler de la démocratie ici, l'alternance, si vous voulez bien, le bien fondé de ce que nous avons appelé ici la démocratie, eh bien, ils vont chercher la caution, les quitus, en Belgique. Et donc, le 30 juin, ça doit être pour nous un jour, d'abord, de commémorer tous ces martyrs. Un jour de faire les bilans, avec ou sans festivité. Parce que faire les défilés, tout ça, chanter, manger, oui, mais réfléchir d'abord. Réfléchir sur quoi? Qu'est-ce que nous sommes, nous, Congolais? Freddy l'a dit tout à l'heure. Ces petits pays, excusez-moi du terme, en termes de population, en termes de superficie, mais en termes de contenu de richesse, s'aventurer quelquefois parce que le Congolais lui-même n'est pas conscient de ce qu'il représente. Merci. Et donc, le 30 juin pour nous, ça doit être une date où chaque Congolais se pose la question, moi aujourd'hui Congolais, habitant un grand pays, est-ce que je le mérite? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la grandeur qui sommet en moi? Les Congolais du sommet à la base, hein, je l'espère. Absolument. Freddy Mulumba, 58 ans d'indépendance, on a parcouru du chemin. Que faut-il retenir maintenant en quelques secondes? Des choses pour le 30 juin. La première chose, c'est nous sommes sur la voie de la lutte pour la deuxième indépendance grâce à notre code minier qui va nous donner la possibilité de contrôler nos richesses. Qu'on est toujours pillé par des pilleurs gratuitement. Cette fois-ci, on va mettre la main sur nos richesses. Les deux, il y aura des élections le 23 décembre. Ça sera la première fois dans l'histoire de ces pays que les élections sont financées par le Congo et contrôlées par le Congolais. Donc on va élire nos propres dirigeants. Ce n'est ni Bruxelles, ni Washington, ni Paris qui va encore imposer des gens ici. Donc il faut mobiliser notre peuple. Qu'on ne puisse pas rater ces élections. Qu'on soit capable d'imposer nos propres élites. Curieusement, vous avez des élites qui font le tour du monde. Ceux qui disent nous aimons le peuple, ils parlent toujours du peuple. Ils sont à Paris, à Washington. Ils ne sont pas Kinshasa, ils sont pas... Eux, ils ont la liberté de se retrouver. Non, le problème, ils parlent du peuple, mais ils sont ailleurs. Ils vont voir les bourreaux. La guerre à l'est du Congo, maman, madame, s'il vous plaît. Qui sont à la base? Ce sont des Congolais. Les mêmes Congolais maintenant vont voir les bourreaux. Ça signifie qu'on n'est pas conscient. La Belgique a tué le monde ici. On a coupé un morceau. Curieusement, les Congolais sont très contents, en train de rire. Oh non, on a quand même donné une avenue au nom de le monde. Ils sont contents. Une rue. Ça se trouve que nous avons un peuple des élites inconscientes qui n'ont pas le sens de l'histoire. Merci Freddy, merci Jean-Marie Kassamba pour ces analyses. Je rappelle que nous avons échangé autour de deux grands sujets. D'abord la course pour le remplacement de Michaël Jean à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça va se jouer au mois d'octobre. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes les tractations qui se jouent pour accéder à ce poste stratégique et très influent? Vous avez eu des réponses avec nos deux invités. Aussi un message au peuple congolais à la veille, à quelques heures de la célébration de la fête de l'indépendance. Merci à vous qui nous avez suivis à Kinshasa et partout dans le monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Merci.